presse, le gouvernement revienne pour dire qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un avant-projet de loi. N'en parlons même pas d'un projet de loi. Pourtant, dans certains milieux, il se murmurait même que ce projet allait être examiné d'ici peu à l'Assemblée nationale. Oui. Bon, le ministre nous dit qu'il ne s'agit pas... c'est un document de travail qui n'a même pas l'assentiment, qui ne partage même pas l'unanimité d'abord au sein de son département. Et je me demande, un document qui ne partage pas, qui n'a pas l'avis favorable au sein de son département, pourquoi déjà le ventiler? Pourquoi déjà le partager avec le parti politique, tout en sachant que déjà les partis politiques vont donner leur point de vue. Et les partis de l'opposition l'ont dit, on leur a donné une semaine pour réagir. S'il ne s'agit pas vraiment d'un projet de loi, pourquoi demander à l'opposition vraiment de réagir et de faire des contre-propositions? Pour moi, je pense qu'il s'agit d'un ballon d'essai que le pouvoir en place a voulu faire pour voir la réaction des gens réellement sur la question, parce que réellement sur ce texte, il y a c'est ce on peut dire qu'il y a un recul. Il y a un recul démocratique lorsqu'on choisit peut-être de mettre en parenthèse la CENI pour une autorité administrative pour l'organisation des élections, l'autorisation de l'acte de naissance pour les inscriptions sur la liste électorale. La classe politique s'est battue pour la biométrie. Et si on est allé à la biométrie, on ne peut pas dire que c'est déjà bon, mais ce n'est pas arrivé. On doit travailler à ce que le processus électoral soit amélioré. Donc si on revient par exemple sur des questions avec des jugements supplétifs d'actes de naissance, des actes de naissance avec lesquels on peut s'inscrire, c'est un recul. Voilà. Donc je me dis que vraiment c'est mieux de prendre le temps qu'il faut, puisque la nouvelle constitution même sur laquelle les acteurs sont en train de se pencher n'est même pas votée, n'est même pas encore adopté, et on se précipite pour aller peut-être examiner un projet de loi qui doit se baser sur la Constitution. Moi, je trouve que c'est trop... Oui, justement, à ce niveau, il y a un problème, parce que le code électoral devrait peut-être permettre d'organiser le référendum qui va permettre d'adopter la nouvelle Constitution de la Ve République. Et voilà, donc en même temps, ce code-là, on dit, l'actuel en tout cas, n'a pas toutes les dispositions légales pour l'organisation d'un référendum. Donc, il va falloir peut-être le toiletter ou en tout cas le toucher pour pouvoir permettre l'organisation du référendum. Bougouma. Oui, justement, en fait, c'est là où on ne se retrouve pas. Parce que le code électoral burkinabé doit être relu. Là, on est d'accord là-dessus, parce qu'il y a un certain nombre de dispositions à intégrer ou à améliorer. Mais en fait, ce qui fait débat, je pense que la première initiative, c'était par rapport au référendum. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que maintenant, les Burkinabés de l'extérieur doivent être associés à toute consultation électorale. Donc, dans le texte, c'est mis à partir de 2015. 2015, il n'y a pas eu une précision de date claire. On a dit à partir de 2015. 2020. Donc, non, je parle de l'ancien texte. L'ancien texte, voilà. OK. Maintenant, le nouveau texte, nous voyons un passage 1er janvier 2020. Alors, la CENI dit, techniquement, nous ne sommes pas prêts pour faire voter les Burkinabés de l'extérieur pour le référendum. Donc, ce qu'il y avait à faire, c'est quoi? C'est un léger toilettage pour pouvoir prendre cette préoccupation en compte, permettre d'aller au référendum. Parce que s'il faut aller au référendum avec les Burkinabés de l'extérieur, il faut prolonger la date du référendum. Parce qu'à ce jour, il n'y a pas un fichier électoral disponible pour les Burkinabés. La circonscription n'est pas encore définie. Il faut au moins combien de Burkinabés pour dire que dans tel pays, si on a 10 Burkinabés, si ça suffit pour aller au vote, ou il faut attendre 600 ou 500 pour aller au vote. Donc, ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore définies. Les Burkinabés savent qu'ils doivent voter à partir de 2015. Ceux de l'extérieur savent qu'ils doivent voter. Mais comment est-ce qu'ils vont voter? C'est avec quelle pièce? Toutes ces choses ne sont pas encore réglées. Donc, la CENI dit, techniquement, nous ne sommes pas prêts pour le référendum à faire voter nos compatriotes de l'extérieur. C'est pourquoi nous proposons que, avec la classe politique, qui semble être unanime selon ce qui a été dit, de permettre que les Burkinabés de l'extérieur ne puissent pas voter pour le référendum uniquement. Maintenant, pour être précis dans le document que la CENI a transmis, la CENI a mis à partir du 1er janvier 2020. Et c'est cet argument que le gouvernement brandit pour nous dire que c'est la CENI même qui a mis cela à partir du 1er janvier 2020.
Oui, on est d'accord qu'à partir du 1er janvier 2020, il y aura des consultations électorales. La présidentielle, la tradition, c'est en novembre au Burkina, sans suivre les autres élections. Donc à partir du 1er janvier, ça ne pose pas de problème. Maintenant, c'est la précision de l'insuffisance au niveau de la CENI par rapport au référendum qui a posé problème. Mais il faut le dire clairement. Il faut expliquer les circonstances dans lesquelles nous en sommes. Est-ce qu'aujourd'hui, les Burkinabés de l'extérieur vont voter au référendum, oui ou non? Est-ce que la CENI est prête? Est-ce que le gouvernement est prêt techniquement? Puisqu'il faut faire un recensement de ces populations, définir les circonscriptions, trouver la pièce et tout ça. Donc ça, ce sont des questions financiers aussi. Voilà, ce sont des questions qui n'étaient pas réglées, mais qu'on peut régler avec l'accord de la classe politique par un léger, j'ai dit un léger toilettage des textes pour que ce soit conforme. Mais de prendre le temps de rassurer nos compatriotes qui sont à l'extérieur, vous allez voter, mais à partir de la présidentielle, parce que voilà, moi je pense que c'est des gens qui peuvent comprendre. Au lieu de cela, ils reviennent maintenant avec une proposition de relecture. Bon, ils disent que c'est un document de travail, c'est pas un avant-projet, c'est pas un projet, mais quoi que ce soit un avant-projet, c'est pas un document. La différence, il est où? La dénomination. C'est un document provisoire. C'est un document provisoire. Quelle que soit la dénomination, il reste un document. La Constitution, c'est un document. Maintenant, bon, si on rentre dans les dispositions de dénomination, nous n'allons pas nous en sortir. C'est qu'il y a, dimanche dernier, on avait dit, ça doit être une provocation ou un ballon d'essai. Mais c'est que le ballon est très mal choisi pour essayer de le faire. Parce que, pour terminer, quand on parle de code électoral, de constitution, Blaise Compaoré et ces messieurs-là nous avaient habitués à tripoter, à manipuler la Constitution, à retoucher, à tel enseigne que quand on parle de code électoral, les gens sont suspicieux. Et donc, pour le faire, il faut trouver une méthode transparente pour pouvoir le faire comme la démarche constitutionnelle qui a été consensuelle de bout en bout. Parce que ce soit le code électoral, que ce soit la CENI, ce sont des fruits d'un consensus des Burkinabés. Oui, justement, ce sont des consensus qui ont été durement trouvés, hein, justement, après le Collège des sages qui a institué la CENI pour l'organisation des élections. Oui, Paul Miki, on a eu l'impression que le président de la CENI aussi n'a pas été, ou la CENI de façon générale n'a pas été associé à cette démarche de relecture. Hein, le président qui a dit que la CENI même avait fait des propositions qui n'ont pas également été prises en compte dans le document de travail selon le gouvernement. Alors, la CENI n'a pas été consultée. Le président l'a dit, comme vous le dites si bien, la commission n'a pas été consultée. C'est pour ça qu'il faut peut-être parler de manque de transparence dans toute cette démarche visant donc à l'adoption du nouveau code électoral du Burkina. Je crois que le problème se trouve à ce niveau-là. Lorsqu'on prend le document, il y a 3 points essentiels qui sont incriminés. Il y a la suppression ou non de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a la question du vote des Burkinabés de l'étranger. Il y a aussi l'utilisation ou non d'actes de naissance, c'est-à-dire le retour à l'acte de naissance comme document électoral au Burkina. Donc, voici les 3 gros points qui font débat aujourd'hui au niveau de la classe politique. Et quand on écoute les différentes parties, on revient à la conclusion que le gouvernement peut-être a manqué de transparence parce que quand on écoute l'opposition, elle dit clairement que dans un premier temps, on avait envoyé des fiches. Il y a eu une lettre du 7 décembre 2016. Ensuite, il y a eu des fiches où il fallait donner ces amendements. Et au moment où l'opposition s'attendait donc à être consultée de façon plus large, on vient avec un avant-projet de texte portant code électoral au Burkina à la surprise générale au niveau de l'opposition. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit entre les lignes de ce document, même si on l'appelait document de travail portant donc code électoral au Burkina, on se rend compte que les termes sont très bien choisis et il y a beaucoup de lieux de faire prudence. Nous sommes ici dans un milieu politique, même si le débat est technique parce qu'on parle d'un code, mais il se trouve que le milieu est totalement politique. Les gens savent comment choisir les mots pour ensuite se retrouver donc dans un débat juridique où ils gagnent. Le débat a été posé entre à partir de 2020 ou en 2020. C'est un débat où on ne sait pas exactement qui a raison. Je crois que l'opposition a raison ici de remettre ce débat sur la place de discussion afin qu'on sache exactement où est-ce qu'on va. Parce qu'il n'est pas exclu qu'effectivement en 2020, on dise que bon, ce qui était écrit, c'est à partir de 2020. Donc ça dit que c'est après 2020 qu'on peut commencer à envisager le vote des Burkinabés de l'étranger. C'est une interprétation juridique qui peut porter atteinte donc aux objectifs visés par l'opposition. Il y a aussi la question de la CENI. Dans le document, disons déjà la conférence de presse du ministre de l'administration, il a dit et répété que nulle part dans le document il n'est fait mention de la suppression de la Commission électorale nationale indépendante. Effectivement, il n'est pas fait mention de la suppression de la CENI. Le ministre a raison ici. Mais l'opposition également a raison de dire que
le gouvernement sait très bien comment on appelle la commission qui est chargée d'organiser les élections dans notre pays. Ça s'appelle Commission électorale nationale indépendante. Le gouvernement a laissé ce terme pour utiliser notre terme, une administration autonome chargée de la gestion des élections. Donc, évidemment, on peut se mettre dans un doute. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui pensent que c'était un ballon d'essai. Et l'opposition ici était dans son rôle de taper du poing sur la table afin que le gouvernement revienne pour éclaircir ses positions. On peut avoir l'impression que le débat est arrivé de façon prématurée, parce que quand on écoute les deux parties, elles donnent l'impression de dire exactement la même chose sans se comprendre, parce que quand on écoute le gouvernement, on a l'impression que l'opposition veut défoncer une porte déjà ouverte, parce qu'il n'y a pas péril dans la demeure, il n'y a pas de raison de s'inquiéter en ce qui concerne le vote des Burkinabés de l'étranger et la suppression ou non de la commission électorale. Finalement, bon, on s'est dit, est-ce que le débat n'est pas venu très tôt? Mais en même temps, on peut donner raison à l'opposition quand on voit que la démarche qui a été celle du gouvernement voudrait que très rapidement, en une semaine, les partis politiques fassent leur amendement pour que le texte puisse être déposé sur la table de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que j'ai parlé de manque de transparence depuis le début de mon intervention côté gouvernement. Donc, l'opposition a saisi cette occasion et je crois qu'a priori, comme je le disais, on peut parler d'un débat prématuré, mais quand on regarde de près, on a l'impression qu'effectivement le gouvernement est parti dans une certaine précipitation. D'ailleurs, il y a une question pertinente qui consiste à demander pourquoi aller de si tôt vers la relecture du code électoral alors qu'on a le référendum, on a d'autres priorités, etc. Mais en même temps, si l'opposition n'avait rien dit, supposons que l'opposition n'avait rien dit sur ce document. Aujourd'hui, peut-être que le document était à l'Assemblée nationale pour adoption, tel qu'il était mentionné, c'est-à-dire tel que les termes étaient présentés dans ce qu'on appelait document provisoire de travail portant avant projet de code électoral, avant projet de code électoral au Burkina. De toute façon, l'intention du gouvernement était, on ne peut plus clair, de retoucher à fond le code électoral tel qu'on a, et l'opposition ici a été vigilante de mon point de vue. Oui, on a l'impression aussi qu'il y a le fait que le gouvernement veut aller assez rapidement parce qu'il faut organiser le référendum. Alors que les textes disent, les textes internationaux en tout cas disent qu'on ne peut pas toucher, c'est-à-dire au code électoral 6 mois avant donc l'organisation d'élections. Justement, le gouvernement est tenu dans ce délai, passé sous mois de juin, on rentre dans une zone de turbulence. Oui. C'est pourquoi en 2016, les élections municipales ont eu lieu en mai, à quelques 5 mois après la présidentielle, parce qu'il entrait dans le 6e mois, parce que ce n'était pas possible. Ouais. Et donc, c'est pourquoi certains avaient préconisé, je dis, de retoucher légèrement pour que ça puisse convenir pour le référendum. Le référendum, oui. En attendant, parce que là, il y a des arguments au niveau du Burkina et au niveau international pour pouvoir justifier cette situation qui peut effectivement faire en sorte que le Burkinabé de l'extérieur puisse comprendre. Mais ça n'a pas été fait. Le gouvernement veut aller vite en besogne avec... C'est normal, quand on essaie de voir, on comprend pourquoi. Parce que la rentrée parlementaire, c'est le 20 juin. C'est une session extraordinaire qui arrive. Est-ce que ce n'est pas justement pour pouvoir faire rapidement évacuer les choses pendant cette session extraordinaire et puis avancer? Je n'en sais rien. Mais il y a deux reproches majeurs. La précipitation, la méthode et il y a un manque de transparence. Il y a une précipitation. Alors que que ce soit le code électoral, que ce soit la CENI, c'est des fruits d'un long consensus. Donc il fallait convoquer l'ensemble de ces corps-là, mettre le débat sur la place publique et maintenant envisager quelle méthode travailler. En ce moment, la transparence vient elle-même. Mais non, vous remettez un document juste pour un léger toilettage et après un autre document qui vient, c'est un avant-projet, vous dites que c'est pour le moment un document de travail. Finalement, tout le monde est dans le flou. Donc, le gouvernement dit qu'ils ne veulent pas supprimer. Ils ont pris seulement les dispositions qui sont contenues dans les propositions de la Constitution. Alors que là même, c'est des propositions. Ce n'est même pas encore passé. Donc, vous ne pouvez pas soulever ça. On retrouve justement des termes dans l'avant-projet de Constitution. Mais que nous, on n'a pas encore adopté. Sont retrouvés dans le code électoral. La nouvelle Constitution n'est pas encore adoptée. La Constitution est encore adoptée. Elle n'est pas encore adoptée. C'est pourquoi certains même ont dit, vous patientez. On adopte la Constitution et à partir de cela, il y a des nouvelles dispositions. Là, c'est facile à prendre. Mais ça, ce n'est pas mis. Et donc, en fait, c'est là. Donc, il y a une disposition d'ailleurs qui parle d'expédition au niveau de la CENI, qui va se charger d'expédier
quand on vous dit d'expédier, ça veut dire qu'à un moment donné, vous expédiez, puis après vous partez. Là, ce n'est pas clair. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et même pour revenir à l'acte de naissance, il y a des arguments qui tendent à dire que ce n'est pas pour voter avec, mais c'est justement pour s'enrôler avec. On vous tire votre carte d'électeur, à partir de ça, on vous remet. Soit. Mais ça devient plus coûteux. Le Mali a moins de 2 milliards pour refaire ces choses-là. Nous, on est à quelques 9 milliards. Ça veut dire que s'il y a de nouvelles, il y a plusieurs pièces qu'on utilise pour pouvoir faire l'identification et sortir la carte d'électeur, il faut reparamétrer le système informatique et ça devient coûteux. Donc ça, on perd ici, ça renchérit le coût, ça flamme au niveau des coûts de production, au niveau de recensement, au niveau de refaire comment on appelle ça, le fichier électoral. Donc c'est pourquoi la CENI dit non. Une seule pièce, ça réduit considérablement. Au lieu de 8, 9 milliards actuellement, on ramène les choses à 9 milliards. On gagne. Mais pourquoi revenir encore avec passeport? C'est, comment on appelle ça? CNIB, acte de naissance. Ça demande un autre travail, il faut les paramétrer, c'est coûteux. Alors qu'on ne peut pas attendre l'extérieur toujours pour financer nos élections. Pour une question de souveraineté, c'est ça aussi. Oui, Lassane, vous voulez réagir. Je veux dire que ce débat, il faut que vraiment tous les acteurs jouent franc jeu, la transparence. Parce que ce qui fait que vraiment le débat est vraiment houleux, ça fait que c'est deux partis qui se connaissent. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, le CDP, l'ADF, RDA, ils ont travaillé avec peut-être ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, au MPP, ils se connaissent et ils savent comment le système marchait. Donc aujourd'hui, lorsqu'on le pouvoir en place veut jouer peut-être avec les mots pour peut-être faire après un débat juridique qu'on est sûr qu'on va gagner. Lorsqu'on dit à partir de 2020, si à partir de 2020, on choisit les pays où vraiment on sait que c'est pas sûr que le MPP puisse, je sais pas, dominer ou puisse avoir, on dit non, pour des raisons de, je sais pas, tel nombre de raisons, on ne pourra pas vraiment rendre officiel, rendre opérationnel le vote de Burkinabé là-bas, mais dans tel pays, on va le faire. Et on va rentrer dans un débat juridique où le MPP va dire non, on a dit à partir de. Voilà, donc c'est vraiment deux acteurs, on a deux camps qui se connaissent, qui savent comment les choses se faisaient avant. Donc c'est difficile que chaque parti se laisse tromper ou ne sais pas tromper par l'autre parti. Alors, on a vu des organisations de la société civile aussi sortir pour parler donc de ce nouveau projet, de ce projet de code électoral, notamment la coalition Boribana. Comment vous avez trouvé leur intervention? C'était pratiquement des menaces. Des menaces, oui. À peine voilées. On est finalement habitué à ça, des OSC qui parlent beaucoup des aspects politiques. Le Burkinabé lambda est finalement habitué à ça. Mais je crois que c'est de bonne guerre parce qu'il s'agit de questions essentielles pour l'avenir du Burkina. Donc, de mon point de vue, la société civile ne peut pas rester en marge de ce débat, surtout qu'à un moment donné, on peut être témoin d'une certaine forfaiture qui peut arriver. Donc, le débat tel qu'il est mené aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le moment de le mener. Il ne faut pas attendre un moment où on ne peut plus, pour des contraintes de délai ou tout, mener le débat où on a des termes juridiques, machin. Je crois que si les choses sont très claires dès le départ, on sait exactement à quoi s'en tenir. Donc c'est pour ça que je salue ce débat qui est un peu partagé par la société civile. Par exemple, n'est pas allé très loin dans ses propos. Il y a des termes effectivement qu'il faut éviter. Il y a des termes qu'il faut éviter. Il y a des termes de menaces qu'il faut éviter. Évidemment, il n'y a pas que Boribana, il y a d'autres USC. On a reçu même des déclarations d'autres USC qui sont vraiment des déclarations incendiaires. On a vraiment des menaces. Lorsqu'on dit clairement, par exemple, que le pouvoir actuel est en train de mettre en place une stratégie pour également se maintenir au pouvoir, je ne crois pas que ce soit possible dans le Burkina d'aujourd'hui, quelles que soient les stratégies qu'on met en place. Il faut peut-être oublier la possibilité qu'on peut avoir dans un pays comme le Burkina de tripatouiller une loi, ne serait-ce que pour l'objectif unique de se maintenir au pouvoir. Je crois que ce temps-là est totalement révolu. Il faut que les uns et les autres soient rassurés. Mais je suis également d'accord qu'il faut que le débat soit mené à fond pour qu'on ait une démarche beaucoup plus transparente en allant vers la modification des lois que l'on a. Surtout le code électoral qui est assez déterminant quand même pour l'avenir du Burkina, parce que c'est à partir de là qu'on a toutes les élections, référendum, présidentiel, municipal, etc. C'est assez important. Oui, Bougouma. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que les propos là sont très durs. Alors, les arguments, c'est vrai, les arguments sont valables, les propos sont durs. Maintenant, bon, la réalité aussi, c'est que c'est un ton que plusieurs OSC du Burkina ont été habitués à la faveur de l'insurrection populaire. Le ton était comme ça, c'était corsé. Il y en a jusqu'à présent qui ont oublié que maintenant on est dans la République. Et ça, c'est un. Et deuxièmement, connaissant les conditions dans lesquelles Boribana est arrivé,
Alors, c'est la question qu'on se pose. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, s'il faut passer à une offensive, pour certains leaders de ce même Bori Bana qui reconnaissent avoir été fabriqués dans les laboratoires du MPP, est-ce que certains sont à même encore de mobiliser pour convaincre et de convaincre pour un quelconque bras de fer? Est-ce que ce n'est pas du faire valoir? Parce que jusqu'à présent, je fais partie de ceux qui attendent de voir concrètement ce que Bori Bana va être. Est-ce qu'il y aura vraiment une rupture entre ce Bori Bana et certaines OSC, dont les leaders reconnaissent d'ailleurs avoir été fabriqués par les laboratoires du MPP. Donc, en fait, c'est ça la question. Sur les arguments sur le code électoral, c'est ce que tout le monde dit. Hein. Il y a un problème de transparence, d'opportunité. Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que la démarche n'allait pas être autre? Ça, c'est des arguments partagés par tout le monde. Maintenant, quand on en vient à ce que certains propos, vous prenez, vous ne pouvez pas relayer, parce que si vous les relayez, vous êtes comptable de ce qui est dit. À un moment donné, vous posez des questions, mais il y a quel problème? Est-ce que pour ça, on a besoin de monter le verbe aussi haut? Est-ce qu'on ne cherche pas autre chose que ça? C'est la question que je me pose. Oui, Lassane. Oui, la société civile dans le débat politique, c'est pas exclu. C'est comme nous, journalistes, on est en train de donner nos points de vue sur le code électoral. Les arguments avancés, c'est comme Bougma l'a dit, c'est ce que tout le monde dénonce, c'est ce que tout le monde... c'est ce que tous les acteurs disent. Maintenant, là où il faut déplorer, c'est parfois les propos incendiaires. Vous êtes un journaliste, vous partez à une conférence de presse et presque la majorité des propos, vous ne savez pas, vous les prenez, vous ne savez pas comment vous allez arriver à la rédaction et traiter pour rendre digeste à votre téléspectateur, auditeur ou lecteur. Parce pour ne pas relayer, pour ne pas relier des propos incendiaires, des injures. Oui. C'est vraiment pas intéressant parce que c'est des attitudes que les gens ont adoptées lors vraiment de la lutte contre la révision de l'article 37. Il y a eu l'insurrection et vraiment les gens ont tendance à garder cette habitude tout en sachant que nous sommes passés à un statut normal d'un État démocratique. Il serait vraiment intéressant que les gens polissent leurs propos lorsqu'ils sont face surtout à la presse. Et ce n'est pas c'est pas une réunion dans un quartier ou une réunion close, mais c'est une réunion ouverte à la presse qui est venue pour relayer les propos des gens. Si des gens, au-delà de ça, sachant que la presse est là, tiennent des propos incendiaires, c'est vraiment pas intéressant. Justement, c'est pas fait à dessein pour pouvoir atteindre leur objectif. Voici des gens qui ont dit qu'ils ont été, puisqu'ils ont travaillé avec le MPP, ils ont été clairs. Beaucoup ont dit qu'ils ont été fabriqués dans les officines du MPP. Donc, ils savent que, bon, peut-être certains diront que, bon, le MPP ne comprend pas le langage doux, il ne comprend pas s'il faut élever le ton. Mais il faut savoir que ces gens-là, c'est au-delà d'être des gens du MPP, c'est actuellement des autorités qui prédestinent quand même, qui dirigent le pays. Donc, il y a certains propos quand même qu'on ne peut pas tenir à l'égard de certaines personnes parce qu'ils sont au-delà de leur militantisme au MPP, ils sont quand même des autorités qui nous gouvernent. Peut-être très rapidement, la stratégie pour éviter de tels propos, il appartient également à ceux qui donnent les informations. Je parle pour le cas présent du gouvernement, d'être quand même un peu prudent dans certaines prises de position parce que lorsque on lit l'avant-projet de code électoral au Burkina, il y a effectivement des dispositions qui peuvent fâcher. Les retours à l'acte de naissance, la suppression ou non de la commission électorale, alors qu'on sait que la CENI a été obtenue de haute lutte depuis 1998 pour qu'on ait une commission indépendante. Donc aujourd'hui, quand on parle de recul démocratique, on peut être amené à donner raison à ceux qui donnent ces arguments. Même le président de la CENI a reconnu. Il y a même des partis de la mouvance présidentielle d'une façon ou d'une autre qui reconnaissent que c'est un recul démocratique. Donc pour moi, il s'agit là de propositions indécentes qui provoquent un peu le courroux des uns et des autres. Cela peut expliquer ces propos incendiaires. Donc pour éviter ces propos incendiaires, il va falloir également que les propositions que l'on fait, même si on dit que c'est un document provisoire, que ça rencontre un peu l'assentiment du peuple. On peut attirer l'attention de quelqu'un sans menacer. Oui, lorsque la société civile dit que c'est de la provocation, voilà un terme. Lorsqu'on dit que c'est de la provocation et que l'on se rend compte que les arguments avancés également, effectivement, ressemblent à de la provocation. Donc bon. Mais il appartient à nous, journalistes, de couper ces propos-là. Je crois que c'est ce qui a été fait. Mais la réalité, des injures, ça passe pas. Mais la réalité, tous les leaders sont payés pour le savoir que ce n'est pas à tout moment que la violence, que ce soit physique ou verbale, règle un problème. Quand on est leader, il y a des moments, même si le camp d'en face provoque, il va savoir, il faut savoir doser les mots, parce que c'est ça aussi qui fait la qualité de votre leadership. Non, c'est clair qu'on ne peut pas justifier ces propos incendiaires. Donc, que des gens se disent offusqués, alors que c'est même là. Par leur comportement ou par choses offusquent. Bon, c'est ça aussi, parce que la crédibilité également, la qualité de la parole, celui qui émet joue.
Voilà, nous en parlons. Voilà. D'accord. Alors, on va évoluer dans le débat pour parler de cette autre actualité qui a marqué cette semaine. Le personnel soignant, le SINCHA, section Yalgado Ouedraogo, a manifesté le 6 juin son mécontentement suite à l'agression de certains agents de santé par des parents d'un patient qui est par la suite décédé. Ce n'est pas la première fois que ces agressions arrivent dans les hôpitaux du Burkina. Alors, les agresseurs le plus souvent accusent les agents de santé de laxisme. Vous avez vu donc, vous avez suivi plutôt alors ces événements qui se sont donc déroulés à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec la visite du Premier ministre, alors comment déjà vous trouvez ces agressions alors, et les accusations aussi qui sont portées par les parents des accompagnants des patients, donc en ce qui concerne la prise en charge des malades à l'hôpital Yalgado? Lassane. Oui, je trouve que cette grève du SINCHA, c'est leur droit. Parce que depuis l'agression de cette sage-femme en province, le SINCHA était clair. Lorsque l'un de leurs militants serait agressé par un accompagnant de malade, ils vont se faire entendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je trouve que quelle que soit la situation, nous condamnons avec fermeté quand même la violence pour régler les situations. Parce que c'est vrai, lorsque nous venons à l'hôpital avec notre malade, vraiment nous sommes déjà dans le stress, nous sommes soucieux, et lorsque le malade meurt, ce n'est plus la raison qui nous conduit, c'est vrai, c'est la passion qui nous conduit, mais aller jusqu'à agresser un agent de santé, c'est vulgaire. Parce que pour le cas de ce jeune compaoré qui est décédé à l'hôpital, il faut savoir que déjà même le transfert de cette victime à l'hôpital a causé problème, parce que ce monsieur est venu à l'hôpital aux urgences sans fiche de transfert. Et les médecins vous disent que lorsqu'un malade est transféré comme ça, normalement, un médecin ne doit pas toucher au malade tant que la fiche de transfert n'arrive. Et le temps d'aller chercher la fiche de transfert, de revenir, de faire les démarches, il se trouve que la prise en charge n'a pas pu sauver ce monsieur. Mais quel que soit Alpha, lorsqu'on part à l'hôpital avec son malade, et il se trouve que votre malade décède, si vous trouvez que votre malade est décédé par suite de négligence, je pense que la loi aussi est là. Vous pouvez intenter un procès contre l'hôpital ou l'agent en question. Ce n'est pas en boxant l'agent qu'on va faire revenir celui qui est décédé. Ce n'est pas en boxant le malade que, je ne sais pas, on va amener vraiment le médecin à bien soigner. Il faut que les gens sachent, lorsque vous partez aux urgences, il y a certaines situations que vous allez constater que parfois les médecins assistent de façon impuissante certaines choses. Vous arrivez, vous voyez des gens, des accidentés qui sont couchés, et vraiment le plateau technique n'est même pas ça. Et c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses au sein de la santé, mais un médecin normal, je ne pense pas qu'un médecin normal puisse laisser mourir quelqu'un parce qu'il est insensible. Donc, il serait mieux vraiment que parfois on puisse comprendre les choses et que si on est lésé, si on a vu son malade décédé, qu'on puisse savoir que, il y a des voies de recours, on peut attaquer l'hôpital en question en justice. Oui, Paul Miki. Alors, je crois qu'ici, il faut faire la part des choses. Le SINCHA a appelé à une grève ou un sitting, appelez-le comme vous voulez, mais un arrêt de travail. Alors, la question fondamentale qu'il faut se poser, contre qui cette grève a été décrétée? Est-ce contre le gouvernement ou contre les agresseurs du personnel soignant? Parce qu'aujourd'hui, on a une situation où des gens vont agresser le personnel soignant parce qu'ils sont face à un parent qui est décédé. Ils supposent que c'est par la négligence du médecin soignant et ils s'en prennent à lui. Ces gens-là, ce sont des délinquants, il faut les traiter comme tels. Ça s'arrête là. Maintenant, aujourd'hui, les accompagnants des malades accusent le personnel soignant à son tour accuse le gouvernement. Parce qu'on parle très souvent de plateau technique, de manque de réactifs, en tout cas des conditions de travail à l'hôpital qui ne permettent pas au personnel soignant de prendre en charge de façon convenable les malades. Ça, c'est une réalité dans nos pays. Parce que peut un médecin, un professeur en médecine chevronné face à un plateau technique qui n'en est rien? Ça, c'est clair, il ne peut rien faire, il ne pourra qu'assister impuissamment au décès de ces patients. Ça, c'est une réalité. Maintenant, lorsqu'on décrète la grève, moi, la question fondamentale que je dois poser, c'est contre qui la grève a été décrétée? Contre le gouvernement ou contre les agresseurs
du personnel soignant. Contre le gouvernement, cela peut se comprendre parce qu'effectivement, il faut le faire pour que le gouvernement soit beaucoup plus regardant sur qu'on appelle les conditions de travail dans les hôpitaux. Je crois que c'est ce qui a valu la visite inopinée du Premier ministre. Maintenant, lorsque on dénonce une agression dont a été victime un personnel soignant, je crois que ça ne doit pas donner lieu à une grève parce qu'on fait d'autres victimes innocentes. Ça, c'est clair. La chose qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que le monsieur, l'agresseur, soit arrêté, présenté devant la justice. Parce que ici, là, ce n'est plus une personne lambda, j'allais dire, c'est un délinquant, c'est de la délinquance. Tous les jours que Dieu fait, on a malheureusement des gens qui meurent à l'hôpital. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des agressions de médecins. Donc, ceux qui se comportent comme ça, ils doivent être traités comme des délinquants. Et on continue. Parce que là, ce n'est pas forcément la faute du gouvernement. Je ne sais pas. À moins qu'il y ait une certaine impunité qui se pose. Alors que là, on ne dit pas qu'il y a une impunité. Il y a eu le cas de Bobo Dioulasso, il y a eu le cas de Ouagadougou, il y a eu le cas d'ailleurs d'autres localités. Et cette façon de faire, de mon point de vue, ça vaut également pour le personnel de la justice qui s'apprête à aller en grève 72 à partir de demain, pour les mêmes situations pareilles. Je crois que les gens qui se rendent coupables d'agression ou d'attaque, là, il faut les traiter comme des délinquants et non pas s'en prendre à tout un public, parce que nous sommes tous des potentiels malades, nous sommes tous des potentielles victimes de cette grève-là. On ne sait pas contre qui elle a été orientée. Donc je crois que l'appel que j'ai lancé, c'est vraiment demander aux personnels soignants de savoir faire la part des choses. S'il y a la responsabilité du gouvernement qui est engagée, engager le dialogue, proposer vos revendications, peut-être qu'il peut même aller jusqu'à d'autres formes de manifestations, comme les grèves, c'est un droit, comme Lassane l'a dit. Mais lorsqu'il s'agit d'une agression, je ne crois pas qu'il faille aller en grève, faire d'autres victimes à coup d'un individu qu'on aurait dû mettre à la Mako. Oui, Bernard Bougouma. Oui, effectivement, il faut déplorer cette situation, une situation où il faut en venir aux mains dans ces conditions. C'est très vilain. Voilà, c'est vraiment pas, c'est un spectacle qu'il faut bannir hors de nos hôpitaux. Pour ne pas vous couper, il y a beaucoup de gens aussi qui ont témoigné. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a même un infirmier qui a témoigné parce qu'il a perdu donc sa femme et son enfant, un nouveau-né, donc suite à une négligence, une manifestation qui était au sein de cette même hôpital et qui a perdu sa femme et son nouveau-né. Il a témoigné sur les réseaux sociaux et des fois, beaucoup de personnes tentent de comprendre ceux qui n'arrivent pas à contenir, à se contenir et qui agissent et qui prennent à partie peut-être les médecins et les infirmiers qui sont sur place. Mais je dis que dans la même semaine, ou presque quelques jours avant les événements de Yalagdo, il y a eu le cas dans un centre de santé à Pissi, où là, ça concernait un confrère. Là, je pense qu'il y a une plainte qui a été déposée formellement pour ça, par rapport également à cette affaire de négligence vis-à-vis d'une parturiente. Donc, une dame qui était venue qui était en parturition. Donc, les accompagnants, en tout cas, ont estimé qu'il y a eu de la négligence qui a occasionné la mort, donc un mort-né. Donc, il y a une plainte qui a été déposée formellement pour cela. Quand c'est des cas comme ça, je pense que c'est bien. Légalement, il pose sa plainte sans en venir aux mains. Au moins, les responsabilités seront situées. Il peut y avoir des négociations, oui, c'est possible. On a également vu le cas Pamtaba, où dès l'entame, la femme même a posé la question avant de monter sur la table. Mais la négligence nous a conduit où? Est-ce que depuis lors, les choses ont été améliorées? Maintenant, je suis d'accord que dans de telles circonstances, vous donnez un arrêt immédiat, jusqu'à même confisquer le corps. Oui, mais ça résout quoi? Parce qu'on ne sait pas contre qui vous vous plaignez. Contre l'État ou contre la population? Ou bien c'est contre les parents, les agresseurs? Puisque vous ne pouvez plus boycotter les soins, parce que le corps n'est même plus. Il ne vit plus. Il est à la morgue. Et même le corps avait été retenu. Il fallait envoyer le monsieur avant de livrer le corps. Bon, avec les échanges, avec les négociations, bon, ce verrou a été levé. Je pense qu'il faut une thérapie de choc. Il faut une thérapie de choc et c'est quelque part où je regrette que la visite du Premier ministre n'ait pas pris tous ces aspects-là en compte. Il faut une thérapie de choc qui va d'abord contribuer à améliorer le plateau technique, limiter les zones d'accès pour que les uns et les autres ne puissent pas s'arrêter, regarder et puis dire docteur, attention, il faut ces choses-là. Il faut également que cette thérapie de choc-là, on puisse avoir un système de sécurité qui puisse maintenant faire en sorte que les entrées soient filtrées ou surveillées et que dans des cas pareils, le monsieur ne puisse pas échapper parce que vous avez un service de sécurité qui peut mettre la main là-dessus.
Mais pour le moment, on n'en a pas. Donc, il faut une thérapie qui prenne en compte l'ensemble de tous ces éléments-là, mais également qui participe à faire en sorte que le personnel soignant puisse savoir comment on accueille un patient. Ça également, c'est une limite dans nos hôpitaux. Prenez les exemples au niveau des cliniques et revenez au niveau des hôpitaux. Là, oui. Mais il ne faut pas qu'on se leurre. Ça, c'est plus ou moins le point commun du service public. Quand on parle de fonction publique, côté accueil, prestations, pour le moment, on est en deçà des attentes. Ça, c'est un constat général qui se répercute dans le domaine sanitaire. Mais là, c'est encore sensible parce qu'eux, ils manipulent des vies, ils manipulent des hommes. Donc, c'est beaucoup plus visible. En ce moment, les tares, là, sont vite perçus. Sinon, c'est quand même quelque chose d'assez général. Mais il faut, à partir de ce moment-là, régler le problème parce que Bobo, il n'y a pas eu longtemps. Il y en a eu à Zorgo, je crois qu'il y en a eu à Solenzo. En quelques mois, il y en a eu beaucoup. Donc c'est mieux de trouver une solution à cela. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Parce qu'on ne peut pas... on vient à la vie dans un centre de santé et parfois on y répare à travers un centre de santé. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit. C'est mieux d'envoyer une thérapie de choc. Parce que ces genres de greffes spontanées ne pourront pas être la solution à long terme. D'accord. En tout cas, lors de son passage là-bas, le Premier ministre donc, a parlé de services de sécurité, qu'ils vont trouver une solution, soit la gendarmerie, soit la CRS qui vont aller là-bas pour assurer un minimum de sécurité. Et justement, comme vous l'avez dit, s'il y avait la sécurité sur place, je pense que l'agresseur ou les agresseurs, en tout cas, n'allaient pas pouvoir quitter le centre hospitalier sans être appréhendés. Alors oui, Lassane voulait... Oui, je voulais réagir par rapport vraiment à la négligence parfois de certains agents de santé. Il n'y a pas de métier, et surtout dans la fonction publique, comme vous m'avez dit, sans brebis galeuses. Lorsque vous partez dans certains centres de santé, vous voyez réellement que, on dirait parfois certains agents, ils sont venus dans la santé par accident. Vous prenez par exemple quelqu'un qui voulait peut-être être gendarme, qui a tout fait, et à 25 ans, il n'a pas eu. Après, il se débrouille, il gagne infirmier d'État. Ce monsieur-là, si jamais il n'y a pas de changement de mentalité, de changement dans ses pensées, il va toujours se comporter envers les malades comme dans l'autorité du gendarme. Il va crier sur les... Donc, réellement, il faut que les choses changent. Que ce soit dans le milieu de la santé ou bien dans les autres secteurs de l'administration publique. Parce que certains se disent qu'une fois que je rentre dans la fonction publique, c'est une garantie. Je n'ai plus, même si je ne travaille pas à la fin du mois, j'ai mon salaire. Mais il faut condamner. C'est de l'incivisme. Et il faut que vraiment l'État travaille à ce que vraiment l'incivisme soit, on puisse combattre vraiment l'incivisme et la négligence, aussi bien dans les autres départements de la fonction publique que dans la santé, qui est vraiment un secteur très, très sensible. Maintenant, revenant à la visite du Premier ministre, comme tu le disais, des propositions, comme le Premier ministre l'a dit, ont été faites, mais jusqu'à présent, même certains médecins sont contre la présence des forces de l'ordre sur les lieux de traitement. Voilà. Parce qu'ils estiment que un centre de santé ou un hôpital, c'est pas un camp. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque si on n'est pas d'accord pour que la sécurité arrive, est-ce qu'il faut prendre vraiment des vigiles, je ne sais pas, bien formés pour ça? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Puisque l'incivisme là, pour le moment, on n'est pas encore arrivé à soigner l'incivisme dans ses racines. L'incivisme est là. Et pour soigner l'incivisme, il faut c'est pas une thérapie à long terme, mais en attendant, on fait comment pour que ce qui s'est passé à Yalago n'arrive plus. Et il faut que ces acteurs soient inclus dans la recherche de thérapie pour que plus jamais on ne puisse arriver à cette situation. Oui, il faut dire que le Premier ministre aussi n'a pas été très bien accueilli à l'hôpital. Dans ces conditions, il ne pouvait pas l'être lui-même mentalement, il devait se préparer à ça. Ses services devaient être préparés à ça, parce que vous venez dans un terrain où les gens étaient déjà surchauffés, il y a un problème de matériel, et donc il travaille dans des conditions difficiles, donc l'accueil ne peut pas être... C'était pas une visite préparée, donc ce n'est pas aussi évident que cela. Voilà. Et ensuite, par rapport aux questions de sécurité, c'est vrai, une partie du personnel, j'ai dit bien une partie du personnel soignant, parce que les médecins, le syndicat des médecins dit qu'eux, ils ne sont pas opposés à ce qu'il y ait un service de sécurité. Donc je considère que c'est une partie du personnel soignant qui dit qu'il ne veut pas. Maintenant, la question que je me pose, à qui revient la sécurité des populations? Est-ce que la sécurité de la population incombe à qui répond? C'est à l'État. C'est à l'État de s'assumer un point
Et c'est tout. Il faut dire qu'au-delà même de, pour ne pas vous couper, au-delà de ces questions d'agression, il y a des questions de vol même qui sont le plus souvent signalées. On vole les portables des malades, l'argent des malades, les médicaments qui sont dérobés par des gens qui se considèrent comme des accompagnants des malades. Et pour terminer sur ce registre, il y a le vol est à double sens. Il y a le vol des visiteurs qui volent d'autres biens qui n'ont rien à voir avec les patients, mais il y a le vol à l'intérieur commis par des agents de santé qui volent les médicaments, les produits de soins des patients. Ça, c'est clair. Moi, j'en ai été témoin et c'est moi-même la victime. Ça, c'est clair. Ça, je suis à l'aise pour en parler. Je peux raconter. On n'a pas posé plainte dans son nom parce que les parents... J'étais élève, les parents disent, écoute, tu sais, là, si tu t'amuses là, tu vas nous envoyer des plaintes, tes droits de l'homme là, et puis on est parti. Ça, je peux vous citer les noms de ces acteurs-là parce qu'ils étaient avec moi dans le bloc opératoire. Bon, on passe là-dessus. Maintenant, je reviens sur les questions sécuritaires. Il appartient à l'État de s'assumer par rapport aux questions sécuritaires. Et quand on dit que l'hôpital, ce n'est pas un camp, j'en veux bien. Est-ce que la RTB, c'est un camp? Parce que moi, j'ai laissé ma pièce à l'entrée, il y a de la police. Est-ce que les ministères aujourd'hui sont des camps? Dans les ministères, les mêmes agents de santé qui disent que ce n'est pas un camp. Quand ils vont dans certains ministères, est-ce qu'ils ne trouvent pas de policiers? Est-ce qu'ils ne laissent pas leur porte et puis ils rentrent? Est-ce que c'est un camp? C'est un argument, de mon point de vue, qui ne tient pas, qui ne vole pas haut. Prenons les exemples à côté. Au Ghana, est-ce qu'il n'y a pas de centre de santé où il y a la police? Les mêmes agents de santé sortent y voir. Ailleurs, vous avez des agents de sécurité dans certains hôpitaux. Mais pourquoi est-ce qu'ici, pour régler ce problème-là, on dit non, on ne veut pas, ce n'est pas un camp, alors que dans d'autres services publics, il y en a et il n'y a pas de problème. On n'a pas dit à l'agent de santé, de mon point de vue, quand j'entends sécurité, pour moi, il ne s'agit pas que le policier ou le gendarme rentre avec son arme, il est assis dans le bureau au moment où on soigne. Moi, je ne sais pas, parce que pour moi, les soins relevant du privé, l'accompagnant se met à l'écart. C'est le patient qui est avec l'agent de santé. En ce moment, on n'a pas besoin de pistolet pour ça, puisqu'ils sont deux seulement. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un, en général, c'est quelqu'un qui ne se porte pas bien. Je ne vois pas où est-ce que, à moins que ce soit des problèmes mentaux. Et là aussi, il y a d'autres méthodes pour cela. Voilà. Maintenant, le problème, c'est les accompagnants. Donc, il faut sécuriser les lieux à travers des cloisons, des limitations de zones d'accès. Deuxièmement, opérationnaliser un service de sécurité qui, pas forcément qu'il soit dans les couloirs, mais dans les entrées, ou bien dans des positions stratégiques. Et là, moi, ça permet de surveiller. Vous voyez des gens qui ont frappé un patient, un agent de santé, qui sortent en courant. On alerte, rapidement, ils vont mettre en branle tout le système de sécurité de l'hôpital, qui va se mettre à un point pour arrêter ces missions. D'accord, oui, une dernière réaction. Je crois qu'il faut revoir d'ailleurs le système d'accès de nos hôpitaux. Tout à fait. Au-delà des questions de sécurité, je suis favorable du fait qu'il faut mettre des agents de sécurité à l'entrée des grands hôpitaux notamment, mais il faut une meilleure organisation, c'est-à-dire des systèmes d'accès des hôpitaux. Aujourd'hui, au Pata Yalgado, au chevet d'un seul malade, vous allez voir 4-5 personnes qui sont chez eux. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait des cas d'agression. Il y a des hôpitaux burkinabés qui sont mieux organisés. Prenez l'exemple de l'hôpital national Blaise Compaoré. Vous ne pouvez pas 2 accompagnants au chevet d'un malade. Il y a un box pour les accompagnants qui doivent attendre une certaine heure pour voir les malades quelques minutes et puis ressortir, parce que le malade est entre les mains du personnel soignant et c'est lui qui s'occupe de sa santé. Dans les hôpitaux en Europe, c'est pareil. On a une certaine organisation. Mais aujourd'hui, dans certains grands hôpitaux publics au Burkina, vous allez voir ces désordres-là où les heures de visite ne sont même pas respectées, où les gens ont accès très facilement. Il suffit de passer devant un vigile. À l'hôpital Sourou-Sanou, il y a des heures d'entrée. Je crois que c'est pareil pour Yalgado. Et à ces heures-là, on voit une foule nombreuse qui rentre. Chacun va autour d'un malade. Vous allez voir 4-5 accompagnants. Nous sommes en Afrique. Chacun veut en tout cas être au chevet de son malade ou dire que j'ai rendu visite à tel malade à un moment donné. Mais il faut que ça soit mieux organisé pour qu'on évite ça. Si on avait ce système-là à l'hôpital Yalgado ou à l'hôpital Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso, je suis convaincu qu'on n'aurait pas eu des cas où un accompagnant de malade peut avoir attaqué, j'allais dire, un médecin ou un personnel soignant de cette façon-là. Donc, il faut revoir les choses et je suis favorable qu'il y ait des forces de défense et de sécurité au niveau de l'hôpital et des hôpitaux parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément les camps militaires. On a des services où il faut vraiment une sécurité. Il faut mettre la sécurité, c'est tout. D'accord. Il faut qu'on avance dans le débat. Il nous reste à peine 15 minutes pour vider les 2 sujets qui nous restent. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les prix Gallian. La 20e édition s'est tenue
vendredi dernier. Alors, il y a eu de nombreuses innovations cette année, notamment la réduction des genres journalistiques récompensés qui sont passés de 30 à 15, la réduction des prix spéciaux. Il y a eu également le relèvement des prix qui sont passés de 500 000 à 1 million avec l'instauration du super Galian. Alors, vous avez suivi peut-être le palmarès, vous avez vu la cérémonie. Est-ce qu'après donc cette cérémonie de récompense, vous avez l'impression en tout cas que toutes les innovations qui ont été introduites cette année valaient la peine d'être introduites, Lassana? Oui, il faut tout d'abord saluer les lauréats. Comme Moustapha Tombiano l'a dit, ceux qui ont eu, ce sont des journalistes. Ceux qui ont postulé, qui n'ont pas eu, ce sont des journalistes. Et il faut tout d'abord saluer ces lauréats et saluer aussi les innovations qui ont été prises cette année que vous venez de citer. Je ne vais plus revenir là-dessus, mais je trouve qu'au-delà de ces innovations, on pouvait mieux faire. On pouvait mieux faire. Pourquoi? Les prix Galian, c'est 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Et 20 ans, on peut mieux faire que ça. Si on voit les innovations, il y a certaines innovations qui ont pris en compte peut-être certaines critiques. Et dans ces innovations, je trouve même qu'on est allé même créer certaines choses, je ne sais pas, d'autres problèmes. Pourquoi? Lorsque on réduit les prix officiels, je ne sais pas c'est sur la base de quoi certains genres ont été supprimés. Lorsque vous prenez en presse écrite, on prend l'enquête, on prend le reportage et on laisse l'interview. On me dirait que l'enquête et le reportage, ce sont des genres mangeurs. Mais pour moi, l'interview aussi, c'est un genre mangeur. Parce que l'interview, ce n'est pas un propos recueilli où tu peux aller tendre ton micro à... C'est carrément... Voilà, c'est carrément une organisation, c'est carrément un art. Avec vraiment qui va de l'élaboration du questionnaire, de la conduite de ton interview, comment amener vraiment ton interlocuteur à sortir de lui-même et à vraiment te répondre, c'est un art. Donc, si on supprime l'interview, en prenant par exemple dans l'audiovisuel, lorsqu'on supprime la présentation. La présentation, c'est pas venir s'asseoir sur le plateau avec des papiers, lire et puis partir. Quand vous prenez plusieurs présentateurs, ce qui fait la différence, c'est la griffe que la personne, que chaque individu ou chaque présentateur met dans son journal. Et lorsque, je ne sais pas, on prend vraiment des gens qui sont de référence comme les Poujadas ou en France, c'est des gens vraiment qui ont de l'art de mettre vraiment leur griffe dans leur journal. J'estime que c'est de la création, c'est de l'art. Je ne vois pas pourquoi on va mettre de côté ces gens. Je pense que c'est mieux encore de réfléchir. Et au-delà de ça, il y a vraiment des insuffisances qu'on continue de traîner, à savoir la manière même de juger les œuvres. Parce que tel que fait, les gens l'ont toujours critiqué depuis, c'est-à-dire quelqu'un peut se concentrer sur une seule œuvre pendant toute l'année, il met tout son savoir-faire autour de cette œuvre, et il vient déposer, il décroche le prix parce qu'il a respecté les règles techniques du journalisme en question. Mais lorsqu'il faut voir vraiment le parcours professionnel de ce journaliste pendant toute l'année, bon, on se rend compte que vraiment ce prix-là, ça ne voit ça, que deux ou trois, je ne sais pas, papiers, et puis bon, ça ne révèle pas réellement le professionnalisme, parce que lorsqu'on donne le Galian à quelqu'un en enquête, ça veut dire que pendant toute l'année, c'est lui qui a été le meilleur en enquête. Voilà. Est-ce que c'est réellement le cas? Voilà, donc c'est vraiment des insuffisances qu'on continue de traîner, qu'il faut revoir. Oh oui, Bougouma. Oui, je souriais d'ailleurs à l'idée que quelqu'un qui n'aimait pas les Galians et qui dans une autre vie refusait à ce journaliste de postuler au Galian, je parle du ministre de la Communication, en vient à brandir les innovations majeures qui ont été introduites. Mais c'est super, c'est très bien. Voilà. Mais effectivement, ce qu'il dit, c'est vrai. Nous sommes dans l'audiovisuel, je suis en radio, et un genre comme l'interview, le reportage. Mais quand vous l'enlevez en radio, quel est ce journal? Quel est ce journal parlé radio sérieux? Du journaliste chez nous également, le compte rendu tout à fait. a été supprimé. Même le compte rendu. Et c'est ce que le journaliste fait tous les jours. Il n'y a pas ce journal sérieux radio. Vous avez au moins un reportage, au moins un. Il y a pas, le reportage a été supprimé, le compte rendu, l'enquête et puis l'interview. Alors que, comme vous l'avez dit, ce sont des genres
qui sont très importants, qui ont été enlevés sans qu'on ne sache véritablement pourquoi. Ils disent que c'est à l'issue d'un atelier qui s'est tenu à Koudougou, voilà. qu'il y a eu des recommandations. Des recommandations de cet atelier. On peut dire quelque chose peut-être après. Voilà, donc, mais il y a des ateliers qui font de bonnes recommandations, souvent qui ne sont pas également pris au Burkina. Peut-être qu'on prend ce qui nous arrange. Donc je pense que c'est plus ou moins la tâche de ces Galiens. L'autre aspect, vous avez vu que la plupart des prix ont été remportés par les médias publics. Bravo. Mais là aussi, ça, il ne faut pas, ce n'est pas de leur faute. Parce que quand on parle de production, ça parle moyen. Alors, vous avez des médias au niveau de la presse privée, c'est d'abord sous label commercial, radio commercial ou bien télé commercial. Donc, beaucoup d'autres considérations passent par après. Est-ce que les patrons de ces médias-là sont prêts à mettre des moyens conséquents pour qu'il y ait une production journalistique à même d'être concurrente dans une compétition comme les Galiens, qui prend en compte plusieurs critères? Donc si on prend l'audiovisuel, on va parler qualité image ou qualité son, on va parler d'un certain nombre de choses. Est-ce que les appareils... Bon, je pense que, quoi qu'il en soit, ça joue. Vous prenez le magazine, par exemple, qui a été maintenu en radio, qui a d'ailleurs été remporté par la radio nationale. Voilà, ce n'est pas étonnant. Parce que, voilà, un magazine, la production d'un magazine radio, mon vieux, c'est lourd et ça demande une qualité au niveau même des instruments d'enregistrement. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas réussir une bonne production. Je pense que s'il y a des reproches à faire aux organisateurs, de l'autre côté également, je pense qu'il y a des reproches à faire. Je pense que l'un dans l'autre, on peut améliorer, on peut mieux faire. Mais pour terminer, je pense que c'est une aubaine. C'est une de récompense. Ailleurs, ça se fait. Les journalistes burkinabés partent dans d'autres pays remporter des prix internationaux. Pour revenir, il y a d'ailleurs un collègue qui est rentré de Bruxelles avec un autre prix sur les bras. Donc, ce n'est pas que chez nous, on ne doit pas organiser. Mais je pense qu'on peut mieux faire pour peu qu'il y ait de la volonté. Oui, Paul Mitu. Moi, je voudrais d'abord féliciter tous les lauréats, en l'occurrence le super Galien Mathias Drabo, oui, que je connais très bien pour avoir partagé le terrain avec lui à Bobo Dioulasso. Mais j'ai beaucoup à redire sur la façon dont les Galiens sont organisés depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que pour cette édition, il y a eu des innovations que je salue. Je suis favorable à la revue, à la hausse des prix qui sont alloués aux journalistes, qui passent de 500 000 à 1 million de francs CFA. C'est une très bonne avancée. J'espère que ça sera maintenu pour la prochaine édition, la 21e, parce qu'on parle d'une édition spéciale cette année, 20e anniversaire. On attend de voir si à la 20e édition, on ne va pas retomber dans les 500 000. La seconde remarque que j'ai faite, c'est qu'effectivement, on a constaté que les médias d'État ont dominé les prix totalement. Ce n'est d'ailleurs pas une première également. Mais à ce niveau, il y a beaucoup de choses à dire parce que lorsqu'on parle du travail des journalistes, quelquefois, les œuvres qui sont primées, ce sont des œuvres qui demandent beaucoup plus d'attention, beaucoup de temps, beaucoup de matériel technique, beaucoup d'argent également. Vous le savez très bien parce qu'on est tous journalistes sur ce plateau. Vous savez que pour la production d'une œuvre de qualité, il faut beaucoup de moyens. Et on se rend compte que les médias d'État fonctionnent avec l'argent de nous tous. Donc, c'est une concurrence déloyale. Voilà. Donc, ça, c'est une concurrence totalement déloyale. Vous serez d'accord avec moi. Non, parce que chez nous... Non, j'ai précisé. Ce n'est pas une concurrence déloyale. Alors, pour ouvrir une radio, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Je sais parce que dans les médias privés, lorsque vous montez un dossier d'un grand reportage, non seulement vous risquez de ne pas avoir le temps pour le faire parce que ça demande beaucoup de temps, mais aussi vous risquez de ne pas avoir le budget qu'il le faut pour le faire. Donc, on va dire, on envoie un reporter sur le terrain qui va prendre beaucoup de temps. Juste pour préciser que, par exemple, l'œuvre qui a reçu le super Galien de Mathias, ça n'a pas été produit par la RTB. Non, c'est une production individuelle, au cas par cas. Juste pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a plus de moyens dans les médias publics que alors, on ne va pas prendre les exemples au cas par cas, mais vous êtes des médias d'État, vous êtes bien placés pour savoir que si vous avez besoin d'aller sur le terrain pour réaliser un document, un reportage sur le terrain, vous n'allez pas dépenser de votre poche pour aller sur le terrain. Ça, c'est clair. Vous avez des services de comptabilité qui vont décaisser les fonds
Dans les médias privés, ce n'est pas toujours le cas. Et mais ça doit être le cas. Ça devrait être le cas, je suis d'accord. Non, ça doit être le cas. Alors, mais ça doit être le cas, mais ce n'est pas le cas parce que nous comprenons également nos entreprises de presse qui n'ont pas forcément tous les moyens. Vous savez que les médias d'État, ce sont des fonctionnaires et on imagine mal un fonctionnaire mettre son propre argent dans un document qu'il réalise. C'est vrai que ça peut arriver, mais j'insiste là-dessus, il y a une concurrence déloyale à ce niveau. Autre chose, c'est que la SANE l'a dit clairement, la façon dont les Galiens sont organisés aujourd'hui, un journaliste peut, du 1er janvier au 31 décembre, être sur une œuvre en train de préparer les Galiens. Ça, c'est clair. Du 1er janvier au 31 décembre, il est sur ça. Il fait une seule belle œuvre de toute l'année. Sur les 12 mois, il présente aux Galiens et il est lauréat. Alors qu'à côté de ça, il a fait un travail médiocre toute l'année que l'on ne voit pas. En même temps, le travail qu'il fait du 1er janvier au 31 décembre peut être suivi, peut être encadré par ses enseignants, même ceux qui ont été des présidents de jury. Rien ne nous dit qu'ils n'ont pas une touche dans les œuvres qu'ils ont primées là. Rien ne nous dit. Alors qu'il aurait fallu mettre en place un système où on suit un journaliste du 1er janvier au 31 décembre pour voir quelles sont les productions qu'il a faites. Est-ce que ce journaliste-là, de par son travail sur une année, ne mérite pas d'être récompensé? On aurait même pu mettre en place un mécanisme où on n'est pas obligé de venir avec des candidatures. En dehors des Galiens, il y a d'autres concours de journalistes qui sont organisés. Allez-y demander au RENLAC, chaque année, il y a un prix qui est octroyé. Mais ce n'est pas forcément appel à la candidature, même s'ils le font de façon implicite. C'est eux qui observent le comportement des journalistes, les productions. Et en ce moment-là, on a parlé de la concurrence déloyale. Vous verrez bien que les médias d'État sont rarement présents au prix du RENLAC. Ça, c'est une réalité. Au-delà du RENLAC, il y a des prix internationaux auxquels des journalistes participent très souvent. Et c'est très souvent remporté par des journalistes de la presse privée. Parce qu'en ce moment, il y a un travail de qualité qui est fait. Il a pris l'exemple de son collègue qui est rentré de Bruxelles avec le prix Nathalie Lorenzo, que nous félicitons au passage. Nous avons même un journaliste de la presse privée, Yassine Sanou, qui a eu le prix CNN. Avant lui, c'était également la presse privée qui avait eu. Donc, j'ai entendu des propos où on a dit clairement que la presse privée est en retrait parce qu'à ce niveau, il y a des journalistes qui sont des amateurs, qui ne sont pas forcément passés par des écoles de formation. Cet argument, en tout cas, est très souvent évoqué pour expliquer le fait que ce sont les médias d'État qui remportent le prix. Mais je m'inscris en faux. La preuve, c'est qu'on a des prix internationaux, on a des prix, certains jurys également, où on a cette façon de faire, où on a des journaux, des médias privés qui sont récemment et régulièrement récompensés. J'insiste sur l'exemple du RENLAC, c'est ici au Burkina. Voilà. Alors, pour terminer très rapidement. Oui, vas-y. Voilà. Donc, pour terminer rapidement, moi, j'aurais souhaité que l'organisation des prix Galiens, c'est vrai que c'est une initiative du ministère de la Communication qui organise, par les associations eux-mêmes pour plus de transparence. En la matière, les exemples sont légion. Si vous parlez de parti tout près de chez nous en Côte d'Ivoire, les principaux prix qui récompensent les journalistes organisés par les associations de journalistes, idem pour le Niger que je connais bien. Il y a beaucoup d'autres pays comme ça qui organisent eux-mêmes. Chez nous, on a le gouvernement qui organise les prix Galiens, on a le gouvernement qui est promoteur de médias, on a le gouvernement qui attribue les prix. Qu'est-ce que vous voulez? Mais le ministre de la Communication n'est pas... Le ministre de la Communication est un promoteur d'un média. C'est vrai que son média n'a pas eu, c'est un média privé. Donc ça renvoie à ce que je suis en train de dire, le manque de moyens pour les médias privés. Ça peut s'expliquer. Alors je disais que j'ai la chance d'avoir peut-être quelqu'un qui va défendre qui est dans le média public. Non, je veux dire que je ne vais pas rentrer dans dans cette guerre entre médias privés. Ce n'est pas une guerre, c'est un débat d'idées. Parce que, oui, j'en viens. Lorsqu'on nous dit que les médias privés n'ont pas les moyens, c'est vrai, ils n'ont pas les moyens qu'ont les médias d'État. Nos moyens à nous tous. Nos moyens à nous tous, parce que mes JTS sont coupés. Et les médias privés ont la subvention, ils sont subventionnés par l'État. Alors, je vais dire, très substantiel. Je vais dire, il y a eu des années où vraiment, il y a eu des années où vraiment les médias, surtout les prix officiels ont été dominés par les médias privés. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Donc, si cette année, peut-être les médias privés, les médias publics ont peut-être raflé, je pense que c'est peut-être concours de circonstances. Sinon, dernier. J'arrive. Sinon, lorsque vous dites que les journalistes du privé, ils ont les moyens à leur disposition, je veux prendre un exemple. Un journaliste de Sidoua qui a eu un prix assez Galiens sur un reportage sur les enseignants bourreaux de leurs élèves vers Logobou. L'événement est tombé, j'étais sur Facebook, puisque le monsieur est à Fada. Il m'a envoyé un texte. Un ami qui est à Logobou, qui fait partie des enseignants, m'a envoyé un texto pour m'expliquer la situation. Donc je l'ai appelé et il a
a dit que non, au juste, le média dit que pour le moment, il n'y a pas de la liquidité. Il s'est levé, il a pris sa moto, il est allé rentrer dans un car, il a fait plus de 300 km pour aller faire le reportage, il a même été menacé, il est revenu, il a fait 2 mois après pour avoir ses frais d'émission. C'est pour dire... Il a été remboursé, mais il pouvait se dire que non, comme je n'ai pas eu l'argent, comme je n'ai pas l'argent sur place pour partir, je ne vais pas partir. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il y a tout d'abord la volonté. Il y a des gens qui ont utilisé leur propre argent pour faire des reportages qui ont été primés. Donc je pense que il n'est pas question, il faut qu'on sorte de ces, je ne sais pas, de ces attaques ou de ces débats entre médias privés et médias publics. Nous sommes tous des journalistes ensemble, et il y a des moments où vraiment les médias privés gagnent des prix plus que des médias publics. Nous devons travailler vraiment à ce que les Galiens puissent être réformés et que vraiment ceux qui sont les vrais journalistes des médias publics ont eu beaucoup plus de chance. Alors on me signale que nous sommes donc à la... Ce dont il est question, oui, j'ai fait des missions où j'ai mis de ma propre poche. Ça peut arriver. Mais quand vous avez l'assurance que vous serez remboursé, vous n'avez pas le... D'accord. Alors, c'est bien dit. On va nous couper. Si nous continuons, on parle tout de suite. Ils vont nous couper. Nous serons coupés si nous ne mettons pas un terme à l'émission. Alors, la Sané, donc, je pense que chacun a pu s'exprimer sur ces questions. Nous sommes au terme de l'émission. Alors, peut-être qu'on a eu la maladresse d'accorder moins de temps à ce débat, à ce sujet. Mais malheureusement, on ne pourra pas également donc parler du Qatar parce que donc les 3 sujets ont aspiré tout le temps. Alors je dis merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces débats sur les Galiens et j'espère que voilà, chacun pourra s'exprimer en long et en large sur le sujet. Nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche.